Salut à tous et bienvenue pour un nouveau top 15 perso. Et oui, j'ai changé l'appellation parce que, mise au point HS, quand je fais que des top 15, ça commence à devenir un peu ridicule. Donc maintenant, ça va être les top 15 perso. Et c'est un truc que j'apprécie de faire. Alors je sais pas si ça vous plaît, hein, ça a l'air de vous plaire puisque ça connaît un petit succès ces vidéos quand même. J'aime partager un petit peu mes goûts avec vous sous forme de top, parce que les tops c'est cool, ça attire du monde, parce que ce qu'on aime en termes de séries, de films, ce qui nous a le plus marqué dans ci ou ça, et c'est un peu ce qui définit notre opinion, nos goûts réellement, et donc c'est une chose qui me plaît, vraiment ça me plaît de faire ça. Donc j'aime bien faire ces top 15 là, et je pense que je vais suivre une espèce de régularité par rapport à ça, et vous en sortir un tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Sauf si je commence à manquer d'inspiration évidemment, mais bon j'ai déjà des idées pour les prochains top 15 perso à venir. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à un top 15 négatif, parce que quand on y pense, la première fois que je fais un top 15 perso négatif, j'ai envie de dire, je faisais que les top 15 positifs, c'était peut-être un petit peu pour compenser le fait que je suis plus souvent négatif que positif dans mes vidéos. C'est histoire de dire, ah, je peux être positif quand je veux, vous voyez. Mais bon là, j'ai envie de dire, allez, je vais à fond dans le truc qui me déplaît. Et on va faire un top 15 très simple et basique. Les films que je trouve les plus pourris, les plus mal fichus, les plus nazes, les plus... Et croyez-le ou non, The Wild n'en fait pas partie, tout comme Moi Moche et Méchant 2 et d'autres, parce que faut bien comprendre que dans toute l'étendue des films qui existent, il y en a qui sont quand même vraiment mal foutus. Et si je ne me rétracte pas une seconde sur le fait que Moi Moche et Méchant 2 est le film que je déteste le plus, ça n'a pas changé ça, je le pense toujours, en termes de qualité propre par rapport à tout ce que j'ai suivi, il y a des films qui sont quand même un peu moins bien faits que ça, hein, faut avouer. Et ça a été assez difficile avec mon expérience de terminer, pas tant ce top 15, mais l'ordre, parce que il y a un niveau de nullité qui est assez difficile à jauger par moment. Naturellement, cette liste prend en compte les films que j'ai suivis, hein, parce que je suis sûr qu'il y a énormément de films qui sont encore pires que ça, d'après mes goûts, mais je ne les ai pas vus parce que je ne suis pas masochiste. Hein, j'ai pas envie de voir, par exemple, Food Fight, parce que j'ai pas envie, merde. J'ai pas envie de passer exprès un mauvais moment juste pour m'emmerder, hein. Non, je veux pas regarder ce film. Donc il est pas dans cette liste. Pas parce que je juge qu'il est forcément meilleur que ces 15 qui vont suivre, mais parce que j'ai pas pris la peine de le voir pour des raisons assez évidentes. Et donc il y a énormément de films comme ça que j'ai pas pris la peine de voir, qui seront peut-être dans votre liste à vous si vous les avez vus, mais qui sont pas dans la mienne en grande partie parce que je ne les ai pas vus tout de suite. Et donc, qui sait, peut-être qu'on me forcera à en voir certains de ces films considérés comme atroces par beaucoup. Mais voilà, gardez bien en tête que ma connaissance en matière de cinéma est très loin d'être exhaustive. Donc, je ne peux pas faire une liste particulièrement objective, même si, à nouveau, ça n'a aucun sens ce mot-là pour moi en matière d'art. C'est pour ça que je vous invite très fortement à faire la liste des films qui vous ont le plus déplu en commentaire, en gardant en tête, enfin, essayez peut-être de suivre la même logique que les suivis, c'est-à-dire pas par rapport à ce qu'ils ont apporté au cinéma, mais par rapport à la qualité intrinsèque. Par rapport à leur qualité intrinsèque, tous ces films, je les trouve pires que Moi Moche et Méchant 2. Par rapport à ce qu'ils ont apporté au cinéma, la quasi-totalité de ces films que je vous ai cités ont été assez vite oubliés ou très vite jetés aux orties par les gens. Donc c'est pas des films qui ont apporté énormément de choses. Contrairement à Moi Moche et Méchant 2, qui a lancé tout un pan du cinéma qui me déplaît fortement, et c'est pour ça que j'ai un tel mépris de ce film, personnellement. Donc, voilà, en termes de qualité propre, voici mon top 15 des pires films que j'ai jamais vus. Numéro 15, Appelez-moi Dave. Ah, Eddie Murphy. Fut un temps, j'adorais ce type. Hein. C'était une tête, quelqu'un de très notable par sa comédie, sa façon de jouer, et je suis tellement dégoûté de voir à quel point il est tombé dans ses rôles, celui-là.
Et le couronnement de son échec, pour moi, pour beaucoup, c'est plutôt Nash. Moi, j'ai trouvé ce film très médiocre, mais pas ultra affreux. Pour moi, le couronnement de ses échecs, c'est ce film-là, Appelez-moi Dave. Autour d'un extraterrestre, enfin de tas de petits extraterrestres qui dirigent un corps humain qui a la même forme que leur chef extraterrestre, parce que ce sont des extraterrestres humanoïdes totalement, et ça crée tout un tas de situations complètement nazes, avec une histoire qui n'a ni queue ni tête. J'ai jamais compris une seule seconde les objectifs réels de ces personnes, pourquoi ils se retrouvent là, pourquoi ils sont obligés de faire ce qu'ils font. C'était tellement forcé et ridicule et pas crédible une seule seconde dans l'espèce d'univers que vous essayez de créer. Et tout ça pour forcer des gags qui étaient mais réchauffés et à faire soupirer. Ah, vraiment. Ça fait de la peine, ça fait vraiment de la peine de voir Eddie Murphy tomber si bas. Et à part peut-être son futur rôle dans le prochain film Shrek, où il aura peut-être une once de dignité à faire passer avec son personnage, ça fait des lustres que maintenant, pour moi, Eddie Murphy, plus trop ça. Ce film en est le couronnement, l'exemple parfait de jusqu'où est tombé Eddie Murphy. Et il me fait énormément de peine ce film. Numéro 14, Dragon Ball Evolution. Basique, classique, je sais pas quoi dire de plus que ce que tous les fans de Dragon Ball ont redit contre ce film. J'en suis à un stade où j'ai presque même envie de défendre 2-3 de ces micro-bonnes idées là-dedans, histoire de dire que c'est pas la plus grosse merde au monde, mais honnêtement, il est dans mon top 15, donc je considère quand même que c'est vraiment un film très merdique, hein, sur pas mal de points. Mais ouais, il s'en est pris tellement plein la gueule, et à juste titre. Parce que c'était n'importe quoi. C'était ridicule, même sans prendre en compte l'aspect adaptation, ce que je fais. Je suis désolé, je prends en compte l'aspect adaptation dans un film qui adapte un matériau déjà connu pour le juger, hein, pour juger sa qualité. Même sans prendre en compte ça, quand même, c'est un film très mal foutu, très mal fait, avec des acteurs qui sont super mal dirigés. Et honnêtement, j'en veux pas aux acteurs, hein. Surtout l'acteur qui joue Sangoku, parce que maintenant c'est devenu une blague, ce type, il peut quasiment plus rien faire, mais je l'avais vu avant dans d'autres petites œuvres, et je trouvais pas que c'était un mauvais acteur, mais si le réalisateur était une grosse tanche, il les a fait jouer comme des quiches, c'était tellement mal foutu la direction d'acteur, déjà avec l'histoire, mais super mal réfléchi, très mal foutu, où ça avançait n'importe comment à tellement de moments. Je vais dire, ce film est tellement mal fichu. J'ai un peu de peine pour lui maintenant, mais sérieusement, il mérite tous les galets qu'il se prend, hein. Et j'aurais pas grand chose à rajouter par rapport aux moult critiques négatives qu'il s'est pris dans la gueule. Vraiment pas. C'était nul. Un gâchis. Numéro 13, Spy Kids 3, sans doute le film de cette liste qui fera le plus réagir, sans doute, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont apprécier Spy Kids 3, à ma grande surprise. Ah, c'est pas un film hautement adoré ou quoi que ce soit, clairement pas, hein. Il n'a pas un très bon score sur tous les sites, mais il y a quand même quelques personnes pour venir dire « Oh, c'est quand même un peu sympa, je trouve !» Non, pour moi, c'est de la merde, hein. C'est de la grosse merde. Bon, déjà, je suis pas un fan des deux premiers films. Le premier, j'ai trouvé correct. Le deuxième, c'était déjà assez nul, je trouve. C'était assez médiocre, le deuxième film, déjà. Mais alors, celui-ci... Alors, apparemment, Spy Kids 4, pour beaucoup, c'est encore pire. J'ai pas pris la peine, hein. Déjà que Spy Kids 2 et Spy Kids 3, c'est de la merde. J'ai pas envie de forcer le trait, hein. Mais ouais, quoi. Ce film-là, c'était... déjà, la façon dont l'histoire est gérée, c'était n'importe quoi. La façon dont le monde du jeu vidéo est dépeinte, que ce soit donc déjà visuellement, c'était d'une mocheté abyssale, hein. Sérieusement, les effets spéciaux... ultra moche. Quand on pense que c'est la même personne qui a fait très récemment en réalisation Alita Battle Angel, ça se demandait waouh. C'est quand on lui donne un bon budget et un bon script, peut-être qu'il peut faire quelque chose de bien, mais quand on le laisse un peu tout seul, c'est un peu non. Donc ouais, déjà une mocheté extraordinaire, mais des personnages
caricaturaux, nazes, super mal développés, des idées qui vont nulle part, un méchant ridicule et une, une résolution insultante. La façon dont on met en place la résolution de fin était insultante, j'ai pas d'autres mots. Et sincèrement, j'ai parlé du budget, mais j'ai pas le sentiment qu'il était si petit que ça quand même, parce qu'il y avait pas mal de stars qui étaient prises dans ce film. Elijah Wood apparaissait l'espace d'un instant. Ah, donc Stallone aussi. On reprenait tous les personnages importants des deux premiers films à la fin, histoire de faire une référence à un caméo. Et ça coûte cher ces trucs-là, hein, parce que les acteurs, ils reviennent pas pour rien. Donc, j'ai le sentiment qu'une grosse partie du budget s'est passée dans les acteurs. Et ce qu'ils ont fait dans le monde des jeux vidéo, c'était genre avec un dixième du budget, une connerie comme ça, et ça a donné ce rendu ultra dégueulasse. Hein. Il y a des jeux vidéo qui sont sortis à cette période-là qui étaient plus jolis à voir que ça, hein, vraiment. Donc, très très moche à voir. N'importe quoi en termes de personnages, les personnages vraiment, le développement qu'on leur crée, la façon dont ils évoluent, la façon dont ils réagissent aux choses, c'était stupide. Les règles qu'on crée, c'était stupide à tellement de points. Pour moi, sous prétexte que c'est une comédie d'action familiale, ça ne justifie pas qu'on soit aussi feignant avec la narration et avec ses effets. Et pour moi, c'était un film ultra feignant et insultant par rapport à ça. Numéro 12, 3-0. Et oui, il va y avoir quelques films français dans le lot. Attendez-vous-y. Je le redis, je trouve que Laurent Deutsch est un bon doubleur, mais punaise, en termes de film, il choisit souvent des merdes, hein, quand même. C'est vraiment pas le plus judicieux dans ses choix de casting. Et donc, ça c'est, je trouve, selon moi, le pire film dans lequel il a participé, tant l'histoire va nulle part, tant l'histoire ne sait pas où elle veut aller. Au début, il y avait un truc, un petit passage que j'ai trouvé intéressant où le personnage de Gérard Lanvin regarde un stade, qui assiste à un match de foot, et il dit regarde ça, 2000 personnes, un seul cerveau. Et je me dis ok, c'est une sorte de satire du monde du football, ça peut être intéressant, mais non, ça va pas très loin par rapport à ça. C'est tout un tas de caricatures, de jeux de pouvoir, de manipulation pourries, qui sont pas réfléchis du tout, et du début à la fin je me fais chier en regardant ce film, en se demandant où est-ce qu'il veut en venir, où est-ce que ça va, et ça va nulle part en fait. C'est une espèce de jeu d'esprit totalement mal pensé, totalement mal fichu et chiant autour du monde du jeu du football, histoire de... Sachant que oui, si ce film s'appelle 3-0, c'est pas pour rien, c'est pour tabler sur la popularité des jeux de 1998 où on a gagné 3-0. D'ailleurs, on fait une référence complètement forcée autour de ça au sein du film avec le score de 1-0, 2-0, 3-0 qui était la chose la plus débile et racoleuse que j'ai presque jamais vue dans un film. C'était un film d'un vide abyssal, et j'ai de la peine pour ces acteurs parce que Gérard Lanvin est un très bon acteur, et je le redis, Laurent Deutsch s'en sort correctement, hein. Je trouve vraiment pas que ce soit un mauvais acteur, c'est juste qu'il choisit très mal ses films, et ouais, j'ai tellement de peine pour ces acteurs qui ont vraiment fait un choix complètement à chier. Mais bon, hein, Gérard Lanvin est un peu habitué aussi à ce genre de choix. Et ouais, ce film-là était une perte de temps incommensurable. Numéro 11, Donjons et Dragons. Un film autour d'aventuriers qui doivent lutter dans un royaume magique autour de dragons. Tu te dis, oh, ça promet d'être épique. Et au début, moi, je me dis, ok, je suis parti. Il y a même cet acteur qui a joué dans Lois et Clark. Je ne me souviens plus du nom. Et ouais, j'apprécie correctement ce type, pourquoi pas. Allez, on s'y jette. Et au début, vous savez quoi? C'était pas génial, mais ça pouvait promettre un petit peu quand même. Mais au fur et à mesure que ça progressait, on voyait à quel point il n'avait absolument aucune idée de comment raconter un récit fluide. Les personnages étaient traités complètement à la légère, n'avaient absolument aucun
aucune profondeur, mais pas la moindre. Les relations qui se créent se font de façon pas du tout crédible, notamment entre nos deux héros principaux qui sont censés donc tomber amoureux, hein, truc classique, ficelle classique. C'est montré de façon mais tellement pas fluide, tellement mal foutu. Les confrontations étaient inintéressantes, pas du tout bien réfléchies, et donc les chorégraphies n'arrivaient pas à m'agripper une seule microseconde. Comme je l'ai dit, les événements s'enchaînent n'importe comment, histoire de mettre telle scène qui rappelle Indiana Jones, et à un moment donné, il y avait une scène, tiens, référence à Indiana Jones, parce que merde. Les décisions que prennent nos personnages sont complètement ridicules et incompréhensibles aussi par moments. C'était n'importe quoi ce film. Alors que j'apprécie ce genre d'ambiance de situation, mais je sais pas, même des films comme Eragon par exemple, sur lesquels tout le monde chie, arrivent quand même à avoir des moments où on se sent un peu investi, vous voyez, où on se dit ah tiens, c'est une décision un peu logique à prendre, un enchaînement des choses un peu logique. Non, 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 rien de logique, absolument rien de logique, rien de réfléchi, c'était naze. J'ai vu le deuxième opus, au passage, qui était assez oubliable, mais ça partait pas autant dans des conneries de ce genre-là, et ça se regardait un peu mieux déjà, mais ce premier film était affligeant. Numéro 10, Steak. Après la déchéance d'Eddie Murphy, regardons un peu la déchéance d'Eric et Ramsey. Alors, de tous les films qu'ils ont fait, j'ai réussi pour la plupart d'entre eux à trouver quand même quelque chose de sympathique. Voilà, il y a certains films même que je trouve un peu trop bâchés injustement, comme par exemple Les Dalton. Je trouve pas que ce soit un film aussi affreux qu'on le dit personnellement. Mais ouais, il y a quand même pas mal de films où on sent que c'était pas super bien maîtrisé, clairement pas, surtout dans la narration. On sent qu'ils font des efforts en termes de mise en scène, encore que, j'en vais y revenir pour Steak, mais dans la narration, ils savent pas faire quelque chose qui tient grandement la route, qui donne l'impression d'être vraiment bien pensé en fait. Et le pire du lot pour moi, de loin, c'est Steak. Ah, punaise, ça a été une plaie à se farcir ce truc. Et le pire, c'est que ça démarrait pas trop mal. On crée une situation autour des personnages d'Eric et Ramsey qui est intéressante à prendre en compte, à analyser comme ça. Mais dès lors qu'on fait cette espèce d'ellipse et on fait un bond dans le futur où les choses changent, ont évolué, on se retrouve dans une espèce de film expérimental, parce que c'est clair et net que c'est une sorte de film expérimental qui ne sait pas exactement ce qu'il fait pour moi. Je sens qu'on essaye de faire des blagues à part, mais aucune ne fait mouche chez moi. Pendant tout le film, je suis resté... Les personnages jouent d'une façon super bizarre. L'ambiance est particulière, même dans la façon dont les scènes sont filmées, on sent qu'on essaye de faire un truc particulier, mais ce truc particulier ressort plus comme extrêmement maladroit et foireux, ça fait complètement amateur en fait. Et tout du long, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me fais chier? Qu'est-ce que je me fais chier autour de ce postulat de départ que vous avez créé au début, qui était un petit peu forcé sur les bords quand même, mais qui était un peu plaisant à suivre. Vous avez créé une espèce de truc expérimental qui ne va nulle part, qui n'a aucun poids, qui est juste une plaie à regarder. Et j'ai regardé ce truc-là jusqu'au bout, histoire de... Mais punaise, je me suis forcé, hein, je me suis vraiment forcé à voir ça jusqu'au bout, pour une conclusion un peu ironique, dira-t-on, qui était... je trouve assez pauvre. Enfin bon, le développement des personnages était complètement inintéressant et c'est pas du tout pensé en fait. Hein. Sauf si on parle dans cette approche-là, un film expérimental. Ce qui fait quoi, il n'y a aucun développement de personnage. Donc on pourrait voir ça juste comme une excuse pour faire du gag, seulement le gag ne fait jamais mouche. Voilà, ne marche jamais. Et donc on passe tout le film à se dire mais... qu'est-ce que je regarde, quoi? C'est quoi ce truc? Quel est l'intérêt de regarder ça? C'était ça, Steak.
J'ai jamais compris ce truc. C'est le film que je comprends pas, en fait. Et sincèrement, je suis pas le seul, puisque ça fait un petit peu un four, le steak. Et je comprends exactement pourquoi, hein, parce que c'est bien beau de vouloir faire de l'original qui est clairement pas maîtrisé déjà, et qui ne sait pas où il va, parce que ça donne vraiment l'impression de ne pas savoir où ça va. C'est une expérience assez désagréable à subir. Et ouais, c'est le pire film d'Eric et Ramsey pour moi. Numéro 9, La revanche du petit chaperon rouge. Un cas particulier parce que c'est la suite d'un film qui a été reçu assez moyennement, mais qui m'avait plu personnellement. La véritable histoire du petit chaperon rouge, qui était une approche assez particulière du conte, que j'ai bien apprécié. Ça partait sur un délire qui m'a bien plu. Il y avait des choses à redire, c'est évident, mais c'était quand même très sympathique sur pas mal de points. Et donc ouais, c'est un film qui m'a vraiment agrippé, enfin un petit peu quand même. Et donc avec le petit succès que ça a eu, on a fait une suite et c'était affligeant. Je sais que je vais dire ce mot souvent, mais voilà, la plupart des films qui sont dans mon top 15, ils sont affligeants. C'était nul. Nul. Vous n'avez pas du tout su comment rebondir sur le petit cliffhanger que vous avez fait à la fin du premier film, qu'on pouvait considérer comme étant une espèce de fin ouverte, hein, ça passait très bien aussi. Et donc, vous avez créé cette espèce d'affaire de merde où le petit chaperon rouge et le grand méchant loup, qui n'est pas si méchant que ça, se chargent d'une enquête de façon complètement pourrie, avec du gag puéril, affreux, pas du tout réfléchi, des références merdiques et forcées. À un moment donné, on fait une référence à Hannibal Lecter. Waouh! Ouh. Tout ça pour une affaire à résoudre qui n'a aucun intérêt, aucun peps, aucun poids, avec des méchants mais ridicules. Et pas drôle du tout, c'est juste ridicule. C'est un stéréotype encore pire que celui qui avait du même genre dans le premier film. Et le tout avec une animation mais aux fraises, complètement aux fraises. Parce que je vais dire un truc, il y a pas mal de choses à reprocher au premier film quand même. Et la première chose à reprocher, c'est clairement son animation, et qui est pas fameuse, hein. On va pas se leurrer, c'est pas la meilleure animation qui soit, hein. Ils avaient pas un budget énorme. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont coupé le budget en deux encore, hein. Ça, c'est encore plus moche et mal animé que dans le premier film. Ce qui est un certain exploit à faire quand même. Et waouh, je me suis fait chier. Je me suis fait chier dans ce film. Moi qui adorais les personnages dans le premier film, et ce qui fait que j'étais un peu pris dedans, c'était une version light, sans peps de même, qui tournait autour de gags pourris, autour de l'espèce de conflit de merde autour du chaperon rouge et du grand méchant loup. Et je me disais, putain, mais qu'est-ce que je me regarde? Quoi ce truc? Il n'y avait rien de réfléchi, rien d'un tant soit peu intéressant. Alors que dans le premier film, il y avait un concept de mystère à résoudre, qui était très sympathique, et des révélations qui étaient aussi assez drôles à voir sur le coup. Aucune révélation n'était drôle, aucun mystère à résoudre était sympathique. C'était... ça se passait de façon pas du tout intéressante. Et à la fin, je me suis dit, mais punaise... gâché ma vie. Pendant 1h15, j'ai gâché ma vie là. Numéro 8, le chat chapeauté. Mike Myers. C'est quelqu'un que je déteste pas, hein, vraiment. Mais c'est vraiment un acteur qui a son gimmick propre et qui peut pas trop en sortir en fait. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui s'en sort bien quand il a des rôles qui sont écrits exprès pour le personnage type qu'il joue. Notamment les Austin Powers, je trouvais qu'il faisait ça très bien, même si ouais, le second film avait un gros problème d'écriture pour moi. Il était moyen, très moyen le second film, mais... il jouait très bien son personnage lui correspondait très bien. Et c'était pareil dans Wayne's World, par exemple, ça lui correspondait très bien ce personnage. Mais voilà quoi, il a son personnage typique, et dès lors qu'il en sort, qu'on essaye de lui donner un autre rôle,
il se plante, mais alors royalement, hein, royalement. Et c'est le cas avec le chat chapeauté, qui est lourdingue. C'est lourdingue. Ça essaye de faire passer un message sur l'importance d'être sérieux de temps en temps, mais ça le fait super mal, de façon tellement forcée. Le conflit de départ entre les enfants et la mère est tellement forcé. Oh mon Dieu, c'est insultant. C'est complètement insultant la façon dont c'est amené ce conflit-là et la façon dont le chat chapeauté s'incruste dans la vie des deux enfants est lourd, dingue. Oh mon Dieu, c'est lourdingue. Il n'y a aucune blague qui marche. C'est du forçage qui s'enchaîne, qui s'enchaîne, qui s'enchaîne. Et il n'y a quasiment aucun moment où j'ai l'impression que ça appuie un tant soit peu le propos, un tant soit peu les personnages. Si bien que, à la fin, quand ils apprennent leur leçon, oh, mais c'est important quand même de temps en temps d'être sérieux, de prendre les choses au sérieux, je me dis, finesse, vous l'avez compris quand ça, durant les 10 dernières secondes? Les délires sont pas drôles, les personnages sont nazes. Mike Myers fait pitié, il fait pitié le personnage du chat chapeauté. Les effets visuels sont moches, ah vraiment, c'est déjà le chat chapeauté est pas super joli à voir, mais punaise les deux petites acolytes à la con qui le suivent, c'était encore pire, il y avait quasiment rien de rattrapable là-dedans, aucun moment qui m'a fait un tant soit peu rire, aucune mise en scène un tant soit peu ingénieuse là-dedans. C'était un tas de conneries qui s'enchaînent et qui sont pas drôles, avec des tonnes de références modernes complètement malvenues. C'était une insulte ce film. Alors je suis pas un fan de Dr Seuss et donc à ce moment-là je vous amène à la critique du Nostalgie Critique sur ce film-là, que j'avais traduit, qui doit être sur Dailymotion normalement, si je ne me trompe pas. Et ouais, c'était... il dit à peu près tout ce qu'il a à dire sur pas mal de points, sur ce que est censé représenter Dr Seuss, ce qui montre davantage à quel point ce film est une purge. Et ouais, c'était une expérience vraiment désagréable. Mais c'est pas la seule mauvaise expérience autour de chaque jouet dans cette liste. Numéro 13, la véritable histoire du chaboté. L'animation française, messieurs, dames. Oh mon Dieu, c'était... Alors, honnêtement, je dis l'animation française, mais si c'était que l'animation le problème, ce serait clairement pas dans cette liste, mais déjà rien que l'animation est très très moyenne, hein. C'est clairement des tas et des tas de crans en dessous de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Et ouais, c'était assez moche à regarder, mais de toute façon, on oublie ça assez vite quand on voit cette espèce de scénario qui va absolument nulle part. Oh mon Dieu, vous avez absolument aucune idée de quoi faire. Vous mettez en place les scènes de façon n'importe quoitesque. Les réactions des personnages sont complètement pourries et honnêtement, j'ai pas envie de m'étendre des masses là-dessus. Je vous invite, comme pour le cas précédent, à aller voir une critique de ce film qui a été faite par Fellows et compagnie, que j'ai traduite également. Donc, je mettrai les liens en description, hein, si ça vous intéresse. Qui pointe bien chaque problème qu'il y a dans ce film. Et honnêtement, j'ai rien à en dire, c'est les mêmes problèmes que j'ai. Et ouais, ce film est atroce. Et ils font cette critique à partir de la version anglaise, mais j'aimerais signaler que la version française est pire. Parce que eux, au moins, ils se tapent pas Yolande Moreau, qui nous joue une reine poivronne. Là, j'ai absolument pas compris ce qui se passait par rapport à ça. Honnêtement, du peu de fois que j'ai vu Yolande Moreau jouer, j'ai toujours trouvé que c'était de la merde. Donc peut-être que c'est moi qui suis tombé sur les mauvais films. C'est pas possible. Je sais pas, Micmac attire l'arigot par exemple, c'est un film assez médiocre, hein, on va pas se le cacher. J'ai trouvé qu'elle était nulle dans ce film-là. Et dans son rôle de doublage, mais punaise, c'était du foutage de gueule.
Elle était bourrée pendant toute la session, hein, je vois que cette possibilité. Hein. C'était effarant. C'était effarant de voir un doublage aussi pourri ressortir d'une actrice de renom comme ça. C'est censé être une comédienne de renom, Yolande Moreau, on est d'accord, hein. Et pourtant, ça se ressent pas du tout, hein. On dirait que c'est une actrice de merde, hein. C'est même pas le problème de la synchro, sachant qu'il y a des problèmes de synchro aussi avec son personnage, mais surtout de jeu, quoi. Elle a oublié qu'elle était censée jouer une reine. C'est parce que c'est la pochetronne du coin, hein. C'est pas la reine qu'elle joue, c'est la pochetronne du coin qu'elle joue. Enfin bref, je suis désolé de m'étendre sur cette femme que je connais pas, j'ai pas suivi toute sa filmographie. Si ça se trouve, j'ai loupé pas mal de films où elle est excellente, c'est pas impossible. Hein. Je suis loin d'être un grand cinéphile, je le rappelle. Mais dans ce film, le doublage était assez naze. Il était soit plat, soit mauvais. L'animation était aux fraises. L'enchaînement des événements, les délires dans lesquels ça part, c'était un film. Numéro 6, House of the Dead. Et oui, un Uweball. Évidemment. Alors, j'ai suivi quasiment aucun film d'Uweball. Les deux seuls films que j'ai suivis, c'est celui-là et Postal. Ça m'a suffi. Honnêtement, Postal était assez pourri, mais j'ai pas nié qu'il y avait quand même 2-3 moments où j'étais un peu pris dans le délire. Donc, c'est pas autant détesté que ça, mais House of the Dead, c'est effarant à quel point c'est mal fichu. En termes de jeu d'acteur, de direction d'acteur, en termes de scénario aussi. Parce que ouais, c'est un scénario lambda de jeunes qui doivent lutter contre des zombies ou des conneries comme ça. Est-ce que c'est exactement ça? Je sais plus exactement, c'est le terme qu'on emploie. Mais on crée des personnages qui sont pas du tout attachants, qui sont très très mal amenés, très très mal exploités, très très mal développés. Et à côté de ça, on fait donc une histoire complètement plate et sans intérêt pour, en fin de compte, une direction artistique, mais complètement naze. C'est extraordinaire de voir que ce type est censé être un réalisateur quand il sait pas faire quelque chose d'aussi simple que de tourner des plans un tant soit peu efficacement. Les différents choix de mise en scène, de caméra, c'est extraordinaire. Et je suis pas quelqu'un qui fait gaffe à ça, hein. Qu'on soit bien d'accord, je suis pas quelqu'un qui fait gaffe à si on fait un plan particulier dans son angle, si ça a une grande signification, etc. Mais moi-même, j'ai quand même conscience de certaines pratiques typiques de chant contre chant, etc. qui sont censées marcher pour que ça soit fluide auprès des gens, hein, du spectateur. Mais même là, c'est mal foutu. C'est pas fichu de faire un truc correctement. Enfin bon, je vais pas m'étendre grandement là-dessus, je pense que Karim Debache en a dit suffisamment dans sa critique. Voilà, je vous ramène à 1 tonne de critiques parce que voilà, ce sont des films qui sont très très connus par leur nullité et donc évidemment il y a eu des tas de mauvaises critiques dessus. Et ce film-là, il est naze et d'après ce que beaucoup disent, c'est genre le pire film d'Uweball. Je veux bien les croire. Numéro 5, Happily Never After 2. Alors je sais qu'il y a un titre français, il était une fois Blanche-Neige, une pomme, 3 cochons et 7 nains, me semble-t-il. Un nom bien chiant à retenir au passage. Mais bon, je vais appeler ça Happily Never After 2, ce sera plus simple. Et par son titre, vous vous doutez que c'est la suite de Happily Never After 1. Et ouais, Happily Never After 1 était déjà pas génial, hein. C'était assez médiocre. Ça partait d'un concept que je trouvais très bon, et c'est pour ça que j'avais envie de suivre ça autour de personnes qui gèrent un petit peu les différents mondes des contes de fées dans leur coin, mais à cause de bourdes de certains d'entre eux, les contes de fées sont un petit peu mélangés entre eux. Donc le concept était cool, on l'a très mal géré je trouve dans ce premier film, mais au moins on partait à fond sur ce concept. Dans le premier film, là on part même pas à fond sur ce concept-là, on se centrera à peine là-dessus. En fait, on va plutôt se centrer sur cette espèce de nouvelle version du conte de Blanche-Neige qui est à chier. Putain, c'est extraordinaire la façon que vous avez de reprendre un conte ultra classique et basique
pour en faire cette espèce d'histoire cliché de merde autour de, vous savez, la fille qui est un petit peu imbue d'elle-même, un peu hautaine, qui va apprendre à comprendre l'humilité à travers les épreuves que la vie lui fera passer. Ce genre de conneries vues, revues, réchauffées à mort, qui était mal foutues, mal mise en scène, mal faite. Donc oui, on va voir Blanche-Neige, qui est donc une espèce de bourge hautaine, qui apprendra donc à mieux considérer son entourage avec ce qui lui arrive. Et sérieusement, ce qui lui arrive, c'est super mal amené, super mal raconté. C'est... L'animation est naze aussi. Sincèrement, c'est au même niveau que La Revanche du Petit Chaperon Rouge. Hein. C'est tellement mal fichu, c'est saccadé. Et c'est plat, d'une platitude horripilante. Plaine, c'est excitant à voir en comparaison, hein. Vraiment. Je sais pas grand chose de plus à ajouter. Un film sans intérêt, naze, où il n'y a absolument aucune réflexion intense peu poussée, où on montre clairement aucun effort. C'était affligeant, regardez, hein, vraiment. À aucun moment je me suis senti une microseconde investie là-dedans. À aucun moment j'ai trouvé qu'il y avait la moindre idée, le moindre concept, la moindre réplique, un tant soit peu intéressante. Bon, alors, bien entendu, si je vois ça en détail, parce que j'ai regardé ce film qu'une fois, je me force pas à regarder plusieurs fois des films que je déteste, hein, nous sommes d'accord. Peut-être que j'arriverai à trouver des bons points, mais punaise, premier visionnage, c'était une plaie, une grosse purge à se taper. Et on sent clairement qu'ils essayaient de tabler sur le succès du premier film, le léger succès du premier film, comme ils l'ont fait avec La Revanche du Petit Chaperon Rouge, et comme avec La Revanche du Petit Chaperon Rouge, bah, c'était de la merde pas réfléchie et sans intérêt. Il ne nous reste donc plus que mon top 4, et ça va être un petit peu particulier, parce que j'ai beaucoup de mal à départager ces 4 films. Je les déteste tous d'une passion incommensurable, ils sont tous super mal faits, mais c'est difficile de dire lequel est le plus mal fait du lot en fait. Quand je les regarde, je me dis, ils sont tous les 4 vraiment super mal foutus, et j'ai beaucoup de mal à vous dire vraiment qui est le plus mal foutu des 4. Mais j'ai dû me décider et j'ai fini par choisir par rapport à l'impact négatif que ça a eu sur moi après coup. C'est-à-dire, de quel film je me souviens le plus en mal après après toutes ces années après leur visionnage. Et donc c'est ça qui a fait décider de ce top 4, mais sachez que c'est à peu près un ex-aequo, hein. En tout cas, numéro 4, Epic Movie. Ah, les films parodiques des années 2000-2010. Vous savez, petite parenthèse par rapport à ça, quand j'ai vu énormément de gens crier au génie en regardant Batman, le film Lego Batman, je me suis dit, ouais, c'est un peu exagéré quand même. Je veux dire, c'est sympathique, c'est drôle, mais je vois pas ce qu'il y a de grandiose là-dedans. Mais quand je vois un peu tout ce qu'on s'est tapé en termes de parodie avant, je peux comprendre que beaucoup de gens soient époustouflés par le fait qu'on arrive à faire une comédie plutôt bien pensée, une parodie plutôt bien pensée. Pour une fois, ça change d'habitude. Mais ouais, donc il y a eu une période pour les films parodiques vraiment honteuse, faut dire ce qui est vraiment honteuse, qui a été plus ou moins lancée avec Scary Movie. Et quand je dis plus ou moins lancée, j'apprécie un petit peu Scary Movie. Voilà, je ne trouve pas une seule seconde que c'est un grand film ou quoi que ce soit, mais il y a des choses à apprécier là-dedans. Vraiment, il y avait certains points sur lesquels il fallait pas trop s'étendre, et malheureusement, bien entendu, c'est sur ces points-là qu'on a fini par s'épancher de plus en plus au fur et à mesure des films parodiques qu'on a foutus. Mais ouais, j'appréciais Scary Movie. Scary Movie 2 non, Scary Movie 3 un petit peu plus. Je sais plus si j'ai vu le 4. Enfin bon, je vais pas m'étendre énormément là-dessus. Mais ouais, ça a lancé quand même une tendance dans les films parodiques qui a été vraiment à chier. Et le couronnement de cette nullité, ça a clairement été avec Epic Movie pour moi. Un film parodique qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il veut faire et qui balance n'importe quoi, n'importe comment, en se montrant dégueu et politiquement incorrect. Ce film ne sait pas ce qu'il veut parodier.
Ça parodie tout et n'importe quoi, ça va dans tous les sens, ça n'a absolument aucun intérêt. À aucun moment j'arrive à être pris dedans, et aucune blague n'est un tant soit peu intelligente en fait. C'est pas parce qu'on fait de la parodie qu'on peut se permettre de faire que des gags de merde qui vous passent par la tête comme ça. Je suis désolé. Et donc, quand j'ai regardé ce film, j'étais encore dans ma phase où j'avais encore un micro-espoir pour ça, quoi. J'aimais bien les scary movies, à nouveau, hein, en majorité. Donc, je me suis dit, ok, peut-être que ce sera dans cette veine-là, mais non, c'était le pire du lot, quoi. Globalement, ça essaye majoritairement de parodier Narnia. Ça le fait super mal. Et on fourre énormément de parodies, de références à n'importe quelle franchise, qu'on peut fourrer n'importe comment là-dedans, en n'y mettant aucune réflexion, avec un budget de merde au passage. Parce que ouais, c'est bien beau de vouloir faire une parodie. Vous savez, ce qui marche avec une bonne parodie, c'est quand on met aussi de l'argent dans les effets, quoi. De façon à ce que ça passe. Et pas jouer sur le fait, oh, c'est une parodie, donc les effets sont moches, ça s'est fait exprès. Oh. C'est vulgaire pour le plaisir d'être vulgaire, en fait. Et c'est la plus grosse insulte qu'une comédie puisse faire pour moi. Faire du vulgaire, pour le plaisir de faire du vulgaire, et appeler ça de la comédie. Et c'est pas de la comédie, c'est de la merde. Numéro 3, Cinéman. Oh mon dieu, Franck Dubosc, mais dans quoi tu t'es fourré, bordel. Je suis pas un détracteur de Franck Dubosc, je trouve que son humour bof commence à devenir un peu saoulante, c'est vrai, mais j'ai rien contre lui personnellement, et je trouve qu'il peut jouer correctement quand il veut, vraiment. Donc, quand j'ai vu le concept de Cinéman, j'étais plutôt intéressé. C'est-à-dire, c'est un mec qui, suite à des événements un petit peu magiques, se retrouve propulsé au cinéma, dans des mondes de cinéma où il devra interpréter différents genres. Ça peut promettre comme concept de base. Et c'est effarant à quel point vous avez totalement foiré ça. Oh mon dieu. Oh punaise, le pire film français que j'ai jamais vu, c'est sur la liste des top 100 pires films français existants. Je crois que c'est le deuxième pire film français existant, d'après les gens. Et je comprends pourquoi, putain, cette lame. Oh. À aucun moment donné, c'est drôle. Ça part du principe qu'on fait référence au genre cinématographique, donc forcément ça va être drôle. Ben non, il faut mettre de l'effort là-dedans. C'est pas parce que vous avez un bon concept que vous pouvez faire n'importe quoi avec. Il faut mettre un petit peu d'effort dedans. Il n'y a aucun effort là-dedans. Tout le monde est en mode autopilote. Aucun acteur n'essaye vraiment d'apporter quoi que ce soit. Ils sont tous en mode on fait ça, merde, il faut le faire. À aucun moment de pris de temps. Et ouais, l'histoire s'enchaîne n'importe comment, sans suivre la moindre règle, la moindre logique, la moindre fluidité. Les gags sont fourrés n'importe comment et aucun n'est drôle, aucun n'a le moindre intérêt et ça ne va nulle part en fait. Tout ce film ne va absolument nulle part. Les genres qui sont un peu singés, on essaye un petit peu de reprendre un peu l'ambiance des différents genres en question. C'est pas trop mal au premier abord, mais dès lors qu'on s'y penche un tant soit peu, ça va pas plus loin que ça. Ça n'a aucune réflexion derrière et on subit un truc qui n'a pas du tout été pensé, réfléchi, pas du tout été un tant soit peu travaillé. J'ai passé tout ce film à me faire chier à l'attente de la moindre blague, de la moindre référence, un tant soit peu plaisante qui me parle. Il n'y a jamais rien eu. Mais rien eu. Et les rares blagues qu'on essaye de caser, parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. J'aurais du mal à considérer ça comme une comédie, tant la moitié du temps, j'ai même pas l'impression qu'on essaye de faire du gag. C'est juste de faire passer quelque chose. On raconte rien quoi, on fait passer des images en fait, c'est ça le truc, la moitié du temps, on fait passer des images. C'est ça le film, la moitié du temps. Et je me suis fait chier, c'est extraordinaire.
que vous arriviez à faire un truc aussi chiant à partir d'un concept aussi génial, merde. Mais vous y êtes arrivé, et bravo, hein. Un tel niveau de nullité, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement. En tous les cas, ouais, ça mérite d'être pour moi le pire film français jamais existant, même si je ne les ai pas tous vus, je vous rappelle. Numéro 2, Le Fils du Masque. J'adore Le Masque avec Jim Carrey. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne comédie d'action, avec un personnage très sympathique, très touchant, très attachant à suivre. Globalement, il y a quelques facilités un petit peu grosses, mais globalement, c'est très sympathique, très drôle, très bien foutu, bourré d'action. C'est super, j'adore ce film. Et j'étais un peu déçu qu'ils aient pas pu faire une suite, même si honnêtement, je suis assez d'accord avec ce que je sais plus quel critique a dit. Ouais, il n'y avait pas vraiment besoin de faire une suite avec Jim Carrey. Et je suis d'accord, hein, l'histoire de Jim Carrey c'est terminé. Il n'y avait pas besoin de faire une suite où il remettrait le masque. Faire en sorte que quelqu'un d'autre remette le masque, ça me dérange pas. Mais bon, si c'était que ça le problème, ce qui n'en est pas un pour moi, ce serait pas grave. Ce qui est grave, c'est que j'ai une idée de ce que vous faites dans ce film. Enfin si, vous avez une idée de ce que vous faites un truc pour gamins attardés. Parce que, ouais, si vous avez un âge à 2 chiffres, j'ai du mal à voir comment vous pourriez être pris dedans déjà. Comment vous pourriez rire de n'importe quel gag, être pris par n'importe quelle situation, mais n'importe quoi. Honnêtement, j'ai pas à m'étendre là-dessus. Énormément de gens ont pointé dans leurs critiques, et énormément de gens ont fait la critique de ce film pour pointer à quel point cette histoire c'était du gros n'importe quoi. Toute l'histoire autour de Loki et Odin, c'était complètement stupide, très mal foutu, et ça rimait absolument à rien. La résolution était complètement ridicule, forcée, naze. Le message qu'on veut faire passer était très mal passé, et ouais, visuellement c'était atroce à regarder, c'était moche, ça se mettait en pause pour des conneries sans intérêt. C'était gamin. Et même un gamin de 8 ans serait pas pris dedans parce qu'il y a des moments mais qui sont dégoûtants, dégueulasses. Le spermatomasque. Je vais pas vous montrer les images parce que déjà rien que l'idée doit être dégueulasse. Alors l'image, c'était quoi ce délire? C'était quoi ce délire? Je sais pas ce que vous avez fumé pour écrire votre film, mais faut arrêter là. Faut vous faire soigner, hein. Je sais pas ce que le régisseur a fumé pour faire ça, mais il faut qu'il se fasse soigner. C'était affligeant. Affligeant de nullité, de puérilité, de mocheté. J'ai détesté ce film de bout en bout. Ça partait d'un concept que j'adorais. Vous avez pas su une seule seconde rebondir de façon un tant soit peu intéressante dessus. Vraiment pas. Et j'ai passé un très mauvais moment à regarder cette merde. Cela dit, en termes de suite et d'extension d'univers, de ce que représente le film, je me suis senti un peu plus insulté par le numéro 1, Catwoman. Il faut savoir que, bon, je suis fan de Batman, vous le savez depuis quelques temps normalement, mais je suis pas le plus grand fan de Catwoman, hein. Parmi toute sa liste d'adversaires, c'est pas le plus intéressant. Je suis plus intéressé par d'autres ennemis de Batman, même si j'apprécie tout à fait correctement Catwoman. Et ce qu'elle représente pour Batman, c'est vraiment une dynamique très particulière, un couple très particulier qui forme ces deux-là. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Déjà, rien que le fait de créer une backstory à Catwoman sans inclure une seule seconde, ne serait-ce que rapidement citer Batman, je trouvais ça un peu insultant pour le personnage, quoi, parce que ce personnage est défini par rapport à Batman. Faut dire ce qui est, hein. Ce serait comme faire un film Joker sans Batman, ou un film Venom sans Spider-Man, c'est n'importe quoi. Cela dit, vu le produit fini, c'est le cadet de mes soucis, parce que c'est d'une nullité affligeante. Je sais que je me suis répété énormément de fois, mais alors là... Et le pire par rapport à ça, c'est que c'est un réalisateur français.
Pitoff, qui a fait Vidocq par exemple. J'apprécie le film Vidocq. Je trouve pas que ce soit une merde ou quoi que ce soit, donc voilà, c'est juste pour dire que c'est pas parce que je déteste un film d'un certain réalisateur que je déteste le réalisateur en soi, hein. Voilà, Pitoff a fait un film de merde pour moi, ça veut pas dire que c'est un réalisateur de merde. Nous sommes d'accord, je tiens à le préciser quand même rapidement, hein. Si ça se trouve, il y a quelques fans des réalisateurs en question, des films dont j'ai parlé qui vont mal le prendre. J'ai rien contre les réalisateurs en soi, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait par rapport à ce film-là. Sachant qu'il n'y a pas que qui sont intervenus, etc. Mais bon, je vais pas m'étendre 17 ans là-dessus, je l'ai déjà dit tout à l'heure là-dessus dans une autre vidéo. Bref. C'est non seulement que c'est un réalisateur français, mais c'est que ça a un budget assez colossal. 70 ou 100 millions, il me semble, hein, donc c'est pas rien, hein, 70 millions de dollars. Hein. Il y a beaucoup de films qui peuvent pas se permettre d'avoir autant de moyens. Hein. Et malgré tout ça, waouh, ça a l'air d'être tellement amateur sur pas mal de points. La mise en scène totalement à chier. À nouveau, comme House of the Dead, le travail sur les caméras, les transitions, qui est atroce. C'est fait avec le cul, c'est horrible. L'histoire ne sait pas comment raconter ce qu'elle veut raconter en fait. Ce qui fait qu'il y a énormément de choses n'ont aucune saveur et n'ont aucun poids, puisque on ne sait pas comment amener les choses de façon acceptable, sachant que l'histoire de base, même si elle était bien racontée, serait pas folichonne, puisque Catwoman naît via une espèce de délire vaudou psychique à la con, et qui n'a aucun sens, qui est du gros n'importe quoi au passage. Ça essaye d'être ramené un temps soit peu parce qu'à un moment donné elle essaye de sauver un chat de façon complètement débile au passage. Mais bon, je pourrais m'étendre sur chaque micro-scène tellement ce film est naze et mal foutu. Bref, ça vient n'importe comment et ça la met en conflit de façon complètement mal faite avec un mannequin d'une entreprise de cosmétiques. C'est ça la grande méchante de Catwoman. On joue à peine sur son côté cambrioleuse, alors que c'est censé être ce qui la représente le plus, mais c'est à peine fait, histoire de montrer que c'est censé être un trait qui la correspond, mais en fait, c'est pas le détail qui nous intéresse le plus, alors que c'est censé être un petit peu le point caractéristique numéro 1 de Catwoman. Non. Et punaise, le fanservice de ce costume, c'est quelque chose, hein. Je veux dire, si je veux me masturber sur Catwoman, je regarde une parodie porno, hein, vous savez, ou du hentai sur le net, hein, autour de Catwoman, il y en a, hein. Rassurez-vous, il y en a du hentai sur Catwoman sur le net, hein. Donc, je vois pas l'intérêt d'être à ce point racoleur avec son costume. C'était d'une gratuité extraordinaire. Et vraiment, j'ai rien contre un peu de fanservice comme ça, mais quand on l'appuie à ce point, parce que c'est pas seulement dans le costume qu'elle met, c'est aussi dans sa façon de se déplacer, qui est très féline et complètement ridicule au passage. Il y a certains moments qui sont tellement ridicules. Ah ouais, ce film peut être un petit peu marrant si on le regarde d'un point de vue ironique, d'un point de vue un peu nanar, hein, ça je peux le comprendre. Mais ouais, quand on regarde ça un peu sérieusement, surtout à premier visionnage, c'est insultant. C'est insultant la façon dont les choses sont amenées, dont les choses se mettent en place, le nombre de coïncidences qui sont montrées, la connerie de nos personnages. Il y a ce flic avec qui elle sort, notre héroïne, et qui est complètement con, qui met 3 plombes à se rendre compte de quelque chose. Et quand je dis qu'il est con, lui au moins il est actif, parce que tous les autres policiers, ils sont là pour être là. Hein. Il y a que lui qui bosse apparemment. Hein. En fait, dans sa base, ce film c'est un petit peu Donjons et Dragons en pire. Parce que Donjons et Dragons, c'est super mal foutu, les éléments s'enchaînent mal, j'en ai déjà parlé, et les personnages sont pas du tout intéressants, mais au moins la menace qui est mise en place a un peu de crédit. La menace qui est mise en place dans Catwoman n'a aucun crédit. Rien n'a de crédit là-dedans. J'essaye de voir une seule scène, un seul moment qui pourrait être acceptable, j'en vois pas un seul.
Après, c'est un film qui a eu l'accueil qu'il méritait. Il a été boudé par tout le monde et ça a fait un gros flop. Mais c'est pour ça que je le déteste un peu moins que Moi Moche et Méchant 2, une fois de plus. Hein, je précise une dernière fois, et qui lui n'a pas fait un gros flop et a eu un accueil plutôt chaleureux de la part du public et des critiques. N'empêche que pour tout le mal que je pense de Moi Moche et Méchant 2, je reconnais quand même qu'il y a des films qui se sont beaucoup plus ramassés en termes de qualité propre. Donc Catwoman par exemple et tous ceux que j'ai cités. Et ouais, vous attendez pas non plus à ce que je complémente cette liste grandement parce que j'essaie quand même d'éviter les mauvais films. Hein. Je fais pas exprès de voir un film pour me dire ah tiens, un mauvais film, je vais pouvoir cracher dessus. Non, hein, sauf si vraiment je dois faire une vidéo dessus. À ce moment-là, ouais, c'est du boulot, donc je le fais. Mais il peut y avoir un truc un peu cathartique dans le fait de déverser sa haine sur un film qu'on n'aime pas, mais se forcer à subir un film qu'on n'aime pas pour devoir déverser sa haine dessus après. Moi, non, c'est pas mon truc, hein. Donc ouais, The Wild ne doit pas être très loin de ça. Pas grand chose d'autre à dire, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de me voir rager rapidement sur certains films que je déteste. N'hésitez pas à faire part de votre liste, ça m'intéresse. À bientôt pour de futures vidéos, au revoir.